Ma conviction profonde, c'est que cette profession, elle doit grandir plus vite. Comment on devient directeur général de Norcia ? 10 balles ou je remballe, Voilà, c'est la minute à 30%. Le mariage avec April, c'est quelque chose qui est d'une limpidité ou d'une évidence. L'année dernière, on a référencé assurance vie et compte titre, majoritairement compte titre, 1500 produits structurés. Oui, en fait, on devrait créer une séquence où on ne fait que tourner là. Allez, salut à tous, bienvenue sur Zoom Invest dans ce nouveau format Track Record. Je suis ravi de vous retrouver parce que mon premier invité, d'abord, c'est un très bon ami et ça va être un très très bon client puisque je reçois Philippe Parguet. Salut Philippe. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de te retrouver. Moi aussi. Bah voilà, est-ce que tu peux nous parler de toi en une petite minute, juste ta petite fiche d'identité, s'il te plaît? Ma fiche d'identité, tu veux que je commence par quoi? Philippe Parguet, 22 ans, surfeur. D'accord, ok. Donc Philippe Parguet, 49 ans, pas encore 50. Ça ne se voit pas. Non, ça se voit pas d'ailleurs, je suis assez d'accord avec toi. 49 ans, donc je suis directeur général de Norcia aujourd'hui et puis hier aussi d'ailleurs. Oui, très bien. Et demain aussi? Et demain, j'espère aussi, bon, ouais. Parfait. Donc 49 ans, j'ai 5 enfants, 5 garçons et donc voilà, je suis très ravi d'être avec toi. Très bien. Avec un petit peu d'appréhension parce que c'est un premier format, mais beaucoup d'excitation aussi. Oui, mais c'est très bien, on va essuyer les plâtres un petit peu. C'est ça. Bon, alors justement, pour essuyer les plâtres et pour un petit peu casser les codes, moi je voudrais en premier lieu que tu m'expliques, comme si on était sur une terrasse en train de boire un verre, je veux que tu m'expliques ton métier comme tu l'expliquerais à un ami qui n'est pas du tout de notre secteur. Alors, en général, j'essaie de ne pas lui expliquer. Parce que sinon tu perds un ami. Alors c'est possible, après accessoirement non, tous mes amis, personne dans mes amis, même les plus intelligents, ils ont toujours rien compris de ce que je faisais. Donc j'ai évité, j'ai un petit mot un peu facile qui dit que je suis intermittent de la finance, comme ça règle le problème. Très bien. Ce qui te va très bien d'ailleurs. Ouais, c'est pas mal. Finance, c'est une très bonne phrase. Et souvent je prends quand même la comparaison avec le milieu médical pour expliquer à quelqu'un qui connaît pas notre métier, parce que c'est quand même assez difficile, un conseil en gestion de patrimoine. Alors on pense souvent à son banquier. Alors, en fait, non, il n'est pas banquier, il est indépendant. Ah bon, alors comment il fait? C'est une banque toute seule. Enfin. Donc souvent, je prends la comparaison avec le milieu médical, avec le conseiller en gestion de patrimoine qui est donc le médecin. Moi qui suis le laboratoire pharmaceutique, donc du coup, je prends ma casquette de visiteuse médicale, n'est-ce pas? Et donc son client qui a des problèmes d'argent. Donc du coup, il va chercher les bons médicaments dans la bonne boutique et charge à moi d'avoir les meilleurs médicaments. Sachant qu'indirectement, Norcia, c'est le laboratoire pharmaceutique et un peu la pharmacie. Oui, tout à fait. Parce que ça distribue aussi le médicament que vous construisez. Oui, c'est ça. C'est bien comme allégorie, j'aime bien. Oui, tout à fait. Effectivement, nous, on a cette définition d'être la marketplace du conseiller en gestion de patrimoine. Donc, chez nous, il va trouver effectivement plusieurs médicaments, certains qui sont faits maison, d'autres qui sont une distribution d'autres. Et donc, effectivement, il a ce choix, quels que soient les très bon exemple. Non, mais très bon exemple, l'allégorie médicale. Et souvent, ça marche mieux, assez évidente, en fait. Voilà. Maintenant que tu le dis, c'est assez évident. Alors, justement, pour faire ce métier, c'est la gestion de patrimoine, mais c'est aussi l'association que tu as connue, c'est aussi devenir directeur général d'une très belle plateforme. C'est quoi ton parcours? Alors, ne fais pas ton curriculum vitae, mais les grandes étapes de ton parcours entre le Philippe Parguet qui sort du lycée et aujourd'hui. Comment on devient directeur général de Norcia? Des fois, il y a... c'est... En fait, pas par hasard, je te croirais pas. Non, il n'y a pas de hasard, je trouve. Ouais. Mais après, il y a un bouquin que j'adore et que je conseille à tous, que je fais lire à mes enfants, qui s'appelle La Bonne Fortune. Alors, malheureusement, il n'est plus édité. C'est Trias Dépêche, je crois, l'auteur. C'est un petit bouquin sous forme d'une histoire entre le chevalier blanc et le chevalier noir, enfin bref. Et qui résume un peu ça, c'est qu'en fait, des fois, il y a plein de rencontres que tu fais, ou plein d'événements qui sont des opportunités. Et il faut savoir les entendre ou les voir et les saisir. Et si je reprends l'histoire, j'étais en internat à Notre-Dame de Recouvrance à Saintes, vers chez toi, parce que j'étais un bon élève. Donc du coup, je suis allé à un salon de l'étudiant. Au début, je voulais faire un prépa, enfin peut-être pas une prépa, mais elle est plutôt dans une école d'ingénieur. Et puis je suis allé à un salon de l'étudiant, j'ai rencontré des gens qui étaient super, qui m'ont parlé d'une école de commerce qui s'appelait l'ESCA, qui s'appelle toujours l'ESCA. J'ai dit, ça a l'air chouette, machin, etc. Finalement, j'ai postulé. Finalement, je suis pas allé à l'ESCA, je suis arrivé à l'IESEG, à Lille. Et puis à l'IESEG, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui était Alain Moisievix, qui est toujours d'ailleurs, il est banquier privé chez Talence maintenant.
Avant, il était chez Dubli, un ancien agent de change, et j'ai fait un stage de fin d'études qui a été assez structurant à ce moment-là. Donc avec lui ou chez lui? Alors, avec lui, c'était mon responsable de stage. D'accord. Ouais, il a 10 ans de plus que moi. Okay. Avec lui, c'était mon responsable de stage, et donc chez Hugues Dubli, de l'agent de change, Dubli Douillet. Là, j'ai rencontré des gens qui étaient, comment dire, mais intelligents, et qui, avec un raisonnement de dingue, et c'est là où je me suis dit, il fallait cranter et avoir une meilleure analyse des choses. J'étais analyste financier. J'aurais bien aimé continuer chez eux, mais finalement, j'ai répondu à une annonce. J'ai terminé en banque, gérant. Gestion sous mandat, gérer les portefeuilles fortunés de clients de la banque. Ça, c'est important que tu le rappelles parce que les gens qui te connaissent, il y en a forcément qui nous regardent, ils vont oublier cette partie de ta personnalité. Ouais. Hein. Et gérant analyste, c'est pas évident parce qu'on te connaît, on sait que tu es quand même quelqu'un de très humain, voilà, très chaleureux. Gérant analyste, on voit quelqu'un dans les chiffres. Quoi. Effectivement, du coup, ça apprend à lire un bilan, c'est plutôt pas mal. et donc, du coup, j'étais gérant et en fait, j'ai très vite compris que la banque, c'était pas fait pour moi et que moi, j'étais pas fait non plus pour la banque. Donc finalement, c'est une série d'opportunités parce que peut-être que si j'avais continué chez Dubli, je ne me serais pas posé les mêmes questions, j'aurais été très heureux. Et puis, du coup, au bout de 4 ans, je sens que ça tourne en rond. Je décroche 2-3 contacts et j'appelle Vincent Dubois. Voilà. J'appelle Vincent Dubois, je dis écoute Vincent, moi je fais ça. Vous connaissiez ou pas du tout? Oui, on se connaissait bien. Vous connaissiez de l'école ou avant ou... Ouais, on était étudiants ensemble à l'IESEG avec donc, à Lille, je le rappelle. Voilà, DLPK, donc Dubois a fait l'IESEG, Limar a fait l'IESEG, P. Parguet a fait l'IESEG et K a fait l'IESEG aussi. Voilà. Donc du coup, on était tous étudiants à peu près en même temps. Les 4 mousquetaires lillois. Ouais, c'est ça. Ça devait être bien. Et sachant qu'on n'a pas démarré l'histoire ensemble, ça c'est important. Ouais. Chacun a eu sa vie avant, sauf Vincent, il a démarré dès le début. Donc je vais voir Vincent et en fait je connaissais bien parce que quand j'ai perdu mon père en 97, j'étais encore étudiant, j'étais en 2e année, j'étais allé voir Vincent et Pascal Vétu à l'époque parce que il fallait que je gère la fin de mes études, que je paye mes études, que je paye mon appart, que machin, etc. Et donc j'avais besoin d'un conseil. Donc c'est Pascal et Vincent qui m'ont accueilli à ce moment-là parce que mon banquier de l'époque... ne suivait pas. Il n'a pas géré le truc. Quoi. Il n'avait pas la même bienveillance. Ouais. Et donc, du coup, Vincent, je vais le voir. Et puis, Vincent me dit, écoute, viens. Et puis, je suis venu. Voilà. Et depuis, on était 8. Il y a un moment où il faut le sentir, quoi. Ou, je sais pas, c'est de l'instinct, je sais pas. Mais j'ai eu la raison de l'appeler. Il a eu raison de répondre. J'ai eu raison de l'appeler. Certainement qu'il a eu raison de répondre. C'est lui qui répondra. Ouais. Mais j'ai lancé cette opportunité-là, si je dois représenter par rapport au livre La Bonne Fortune. Et donc voilà, j'ai essayé. Moi qui vous connais bien, je pense qu'il a bien fait de répondre. Et moi qui ai connu aussi des expériences d'association, c'est quand même des bons moments et des moments de vie comme ça qui transforment complètement ta vie. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais noté une petite question qui était quelle est la personne qui a le plus compté dans ton parcours pro-études? Et là, tu y as répondu et en fait, il n'y en a pas qu'une seule. Non, il y en a. C'est des moments de vie et plusieurs personnes qui t'ont donné des coups de boost à certains moments. Après, Vincent, c'est... Vincent, mais encore je dis pas Vincent, mais Antoine Limar était déjà chez Norcia à l'époque. Et Loïc, en fait, cette association à 4, elle a quelque chose de magique parce que il y a quelque chose, une émulation de nous 4 avec une confiance absolue qui fait que tout le monde ose et tout le monde avance. Après, dans une vie professionnelle, il y a toujours des gens qui te marquent. Je veux dire, quand tu fais ton petit boulot d'été sur le marché avec Alain qui vend ses cerises et que tu es obligé de crier plus fort parce que sinon tu ne vends rien. Donc, 10 balles où je remballe, voilà, c'est la mini, t'as 30 ans. Voilà, puis t'es content. Super école aussi, ça aussi. Ouais, c'est sûr, ça te fait marrer 30 ans après de le voir encore sur le marché. Mais, Bon, une dernière petite question, parce que j'aime bien la poser aux gens avec qui je discute, que ce soit dans le cadre d'une interview ou pas. J'avais prévu sur 10 ans, mais on va aller plus loin. Le Philippe de 49 ans, quel conseil donnerait au Philippe de 18-20 ans qui finit ses études? Tu as un peu répondu à la question depuis tout à l'heure, mais concrètement, tu lui dirais quoi? Comment tu le verrais? À 18 ans, en fait, j'avais l'impression que... J'avais l'impression qu'il y a plein de trucs que je n'avais pas vus. Ouais. Et quand tu viens de l'île de Ré, le seul milieu que tu connais en entreprise, c'est l'ostréiculture et la restauration. Et le Bastion. Et le Bastion de la mer. Voilà, ça, c'est vraiment c'est les connaisseurs. J'ai quelques anecdotes. Et donc, du coup, quand tu arrives à Lille et que c'est une ville d'entrepreneurs. C'est une ville où il y a une vraie émulation. Je pense que...
il faut affûter je dirais, d'être plus à l'écoute ou d'affûter sa curiosité beaucoup plus rapidement. Ouais. Ce qui est difficile quand on est jeune. Ouais. Et puis après, tu vois, c'est comme tout, il y a des cours à l'IESEG où toi, de macroéconomie ou j'en sais rien, ou qui étaient abordés de manière universitaire et qui te paraissaient barbantes possible. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir tous ces équilibres, toute cette méthode dans la tête qui fait que tu as une meilleure vision du monde, en fait. Donc plus de curiosité. Plus de curiosité. C'est un discours qui pourrait aller très bien pour tes 5 garçons, d'ailleurs, demain. Ouais, tout à fait. J'en ai un qui fait l'IESEG, d'ailleurs. Ah bah tiens, voilà, donc, il est bien parti. Je vais le voir, tout à fait, il est bien parti. Allez, super. Merci beaucoup, Philippe, pour cette partie. On va faire une première petite pause avec une mini-séquence. On va faire tourner la roue. Ah, c'est bon, ça. Donc c'est là où je dis que effectivement j'aurais toujours rêvé d'être victorien, voilà, c'est ça. Christian Morin pour la carrière. Christian Morin aussi. On est très bon, conneries. J'aurais dû mettre ma perruque. Le bleu, j'adore le bleu. Bon. Alors le bleu clair. Ah bah tiens, surcoté, sous-coté. Rubrique que j'aime bien. Alors là, on essaie de le faire en moins d'1 minute. Ouais. Très spontané. L'intelligence artificielle. Ah, je pense que c'est sous-coté. Je parle à notre métier, on va pas non plus partir dans des philosophies, mais dans notre métier, sous-coté, évidemment, il n'y en a pas assez, c'est ça que tu veux dire? Ah, il n'y en a pas assez ou pas assez qui l'utilisent, mais c'est d'une puissance extraordinaire. Ah, attention, le piège pour le directeur général de Norcia. Les produits structurés. Ouais, c'est large comme truc. Hein. Ouais, c'est large. Spontanément. Moi, je dirais surcoté, je trouve qu'il y en a trop quand même. Il y en a trop. Ouais, enfin, il y en a trop. Enfin, bon, un sujet qui me tient à cœur, le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est... alors ça, je sais pas, mais je pense que c'est 1 million d'euros dans 2 ans. Sous-coté, ouais. Je pense que c'est sous-coté. Okay. Je me souviens toujours de Philippe de Sertine, qui, en parlant du Bitcoin, qui disait qu'effectivement, c'est comme le mec qui était maréchal ferrant qui voit la première voiture passer. Ouais. Et il se dit, ça marche ou ça marche pas. Tu reprends la pub de Renault, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Eh ben, ça marche. Exactement. Et alors, justement, le contre-pied du Bitcoin, l'or. Parce qu'en ce moment, l'or... pour moi, c'est surcoté. Surcoté. Très bien. Le private equity. Ça peut être très contradictoire parce qu'entre l'or et le Bitcoin, tu peux imaginer avoir... Bah ouais, mais ça ressemble quand même un petit peu. C'est des étalons, tous les deux. En tout cas, le raisonnement des défenseurs utilise exactement le même raisonnement. C'est la valeur refuge. Ouais, c'est ça. Voilà. Demain pour le Bitcoin, hier pour l'or. Le private equity. Alors, je dirais que Philippe Parguet vient de gagner 5 minutes en me reparlant du Bitcoin pour pouvoir réfléchir à ce qu'il allait dire sur le private equity. Ce garçon est très brillant. Alors, je dirais sous-côté, je trouve que c'est vraiment une classe d'actifs qui est extraordinaire. Bon, ça, c'est une question qui est très personnelle, qui me tient à cœur, mais j'ai ma réponse cette année. Mbappé. Je suis nul en foot. C'est une bonne réponse. Roubaix, ça dépend des quartiers. Hein. Il y a une frontière à un moment. Et la frontière, là où on est, c'est plutôt sous-côté. Bon. Et le prix au mètre carré de La Rochelle prix au mètre carré, on doit être à 6 000 €, je pense, à peu près. À La Rochelle, dans le centre? Ah, je pense, ouais. Ah ouais, donc c'est quand même... Alors, toi qui as un Rochelle depuis longtemps, ça paraît quand même cher, j'imagine? Ouais, mais après, c'est ça les avantages des villes en bord de mer, c'est que tu peux pas l'étendre sur la mer. Donc, c'est une jolie ville. Et le centre-ville reste le centre-ville. Et après, effectivement, les alentours de La Rochelle, ça commence à prendre des proportions qui m'étonnent un peu. Mais bon. L'IESEG, c'est sous-côté, bien sûr. Ton école sous-côté, ça mérite d'être beaucoup plus connu. Oui, vu les gens qui y sont passés. C'est évident. Et tu imagines les talents qui sortent de cette école. Un truc de dingue. Et la dernière question, Philippe Parguet? Alors ça, je sais pas, je ne peux pas répondre plus. Allez, merci beaucoup de t'être prêté ça au jeu de la mini-séquence de la roue. Philippe, si tu veux bien, maintenant, on va parler un petit peu d'actualité. Alors, je n'aime pas, parce que je trouve que c'est un gros mot dans nos bouches à tous. On ne va pas parler de macroéconomie non plus, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais on va parler des actualités de notre métier. Je suis pas un grand spécialiste de la macro non plus. Quelques connaissances quand même. Quels sont un peu les sujets d'actu aujourd'hui qui occupent ton esprit, toi en tant que directeur général, mais aussi toi en tant que Philippe? Je suis obligé de t'attaquer un peu sur, évidemment, la réglementation. Dans notre métier, c'est un sujet qui est prégnant tout le temps. Il s'est passé un petit événement, on va pas s'étendre trop longtemps, mais je crois que ce serait important quand même que tu puisses nous donner quelques éléments là-dessus, avec un des grands fournisseurs d'outils de réglementation et d'agrégation, Harvest. Ils ont assumé, donc évidemment. Comment tu as vécu ça et comment Norcia a absorbé cette actualité? Où est-ce qu'on en est? Alors, je vais commencer par Harvest et je vais les défendre. C'est pas le cas de tout le monde, mais je vais faire partie de leurs défenseurs. On fait nous aussi des exercices de cybersécurité en live avec des équipes qui nous testent, etc. Je sais à quel point ça peut être complexe de gérer des situations de crise comme celle-ci. Et encore une fois, je ne les ai pas vécues. Donc, je sais
comment ça peut être vraiment complexe, ou j'imagine à quel point ça peut être très complexe. Là, on a un exemple concret. Oui, tout à fait. Ouais. Et je sais aussi à quel point c'est difficile de communiquer. Donc, beaucoup les attaques sur la communication, et je peux le comprendre, mais c'est extrêmement difficile de communiquer parce que tu sais pas. Et globalement, je trouve que techniquement, en tant que tel, ils ont bien géré la crise. En tout cas, c'est les remontées que j'ai eues sur ma DPI. DSI et donc voilà. Après, je me dis que peut-être heureusement que c'est tombé sur Harvest, qui était un grand groupe, qui a les moyens financiers d'affronter ce genre de crise et qui accessoirement est certainement une entreprise qui était prête. Alors on n'est jamais assez prêt, mais qui était plus prête que d'autres pour le faire. Personne n'est à l'abri et nous on a plusieurs attaques tous les jours, tous les mois. Des sérieuses, on en a sur l'année, ça compte sur les doigts d'une main ou deux mains. Mais ce que je veux dire, c'est que personne n'est à l'abri. On sait que nous, on fait partie aussi des tentatives. Non, mais c'est bien parce que ça permet de rester vigilant. Finalement, la vigilance permet d'éviter quand même de se relâcher. Oui, tout à fait. Je reste sur la réglementation, alors on passe à tout à fait autre chose. Je sais qu'il y a un sujet qui te tient à cœur. Donc je voulais t'interroger parce qu'on en a parlé et je pense que c'est important pour nos spectateurs que tu en parles un peu. C'est la loi industrie verte. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui t'a titillé. Est-ce que tu peux m'en reparler? Ouais, avec plaisir. Il est chaud sur le sujet. Je suis chaud sur le sujet. Attention, c'est séquence incohérence, c'est la réglementation. Je vous préviens, clap, séquence incohérence. C'est un truc que je comprends pas. Et moi, quand je comprends pas, ça m'énerve. On est quelques-uns, je te rassure. On est quelques-uns. Ça m'énerve vraiment. Un CIF, un conseiller en gestion de patrimoine, qui a le statut de CIF. Conseiller en investissement financier. Conseiller en investissement financier, réglementé par l'AMF, n'a pas le droit d'avoir un mandat d'arbitrage sur le compte titre de son client. Voilà. Seule une société de gestion a le droit d'avoir un mandat pour gérer le compte titre d'un client. Et d'ailleurs, le CIF conseille une société de gestion à son client pour prendre le mandat. Le fameux mandat de gestion. Ou la gestion sous mandat. Ou gestion sous mandat. Et figure-toi que dans la loi industrie verte, il est donné à un courtier, COA, donc assurance, la possibilité de prendre un mandat en tant que professionnel pour arbitrer sur le contrat d'assurance vie de son client ou son contrat de capi d'ailleurs. Ok. Donc le CIF ne peut pas le faire sur un compte titre. En revanche, le COA pourra le faire dans le cadre de la loi industrie verte sur le contrat de capi ou le contrat d'assurance vie. C'est ça. Alors après, il y a pas mal de choses où ils vont faire des comptes rendus, etc. Mais globalement, c'est un truc qui est schizophrène. C'est-à-dire que je suis, comme beaucoup de personnes conseillers en gestion de patrimoine, avec le statut de courtier et le statut de CIF. Il y a un truc que je peux faire d'un côté que je ne peux pas faire de l'autre. Ce qui est mon cas. Voilà, et si je le fais de l'autre côté, je suis vraiment... Enfin, je suis pas bien, quoi. Et de l'autre côté, et en fait, après, il y a un autre sujet, c'est que il n'y a pas de restriction, que ce soit un produit complexe ou pas complexe. Donc, tu peux avoir des mandats d'arbitrage sur les produits structurés d'un côté, alors que c'est un produit complexe. Donc, je trouve que c'est un peu une porte un peu grand ouverte. Je pose une question piège, parce que c'est tout de suite celle qui me vient à l'esprit. Il y a quand même un risque à un moment donné, quelle que soit la qualité de mes confrères, CIF ou CGP, qu'ils prennent quand même très clairement la responsabilité de faire prendre des risques à des clients qui normalement sont pris en général par des gérants de sociétés de gestion. Parce qu'un mandat de gestion en général, vous en avez une, vous en proposez vous. Théoriquement, c'est l'équipe de gestion qui gère. Le CGP conseille, mais derrière, il y a quand même une équipe étoffée dont c'est le métier. Là, ça voudrait dire que réellement, le courtier en assurance peut, du jour au lendemain, devenir quasiment un vrai gérant de portefeuille. C'est ça qu'on est en train de dire. D'accord. Et après, sur la partie responsabilité, alors je ne sais pas si c'est moins pire qu'avant ou pas, mais avant, certaines compagnies d'assurance autorisaient que le CGP ait une procuration d'arbitrage. Donc, procuration, tu es en civil, donc civil pénal, donc toi, tu rentres dans des considérations. Moi, mes confrères qui le faisaient étaient quand même des vrais spécialistes de la finance, parce que le risque, il était quand même très, très énorme. En fait, et là, aujourd'hui, c'est sur la structure. Effectivement, il y a une responsabilité qui est forte. Après, il y a des engagements Encore une fois, il ne faut pas négliger cette partie-là. Il y a des engagements de reporting qui sont donnés, qui sont demandés bien sûr. Aux conseillers en gestion de patrimoine, aux courtiers. Mais je trouve que d'une manière générale, c'est quand même très étonnant. Je ne comprends pas. Oui, ça fait partie pourquoi de cette on peut le faire d'un côté, pas de l'autre. Classique. Dernier petit sujet d'actualité, parce qu'on l'a touché tout à l'heure avec la roue qui a tourné. Je reviens sur cette collecte déstructurée. Tu constates chez Norcia aussi, dans les clients de Norcia, une très grosse collecte de structurés. Vous avez dû vous adapter
Comment tu vois un peu cet élément d'actualité? Parce qu'on en entend beaucoup parler. Je me méfie toujours du consensus, même si j'adore cette classe d'actifs et que je l'utilise pour mes clients. Comment tu as vu ça, toi? Alors, je vais mettre 2 petits bémols dans ce que je veux dire. L'année dernière, on a référencé assurance vie et compte titre, majoritairement compte titre, 1500 produits structurés. Ce qui est énorme. C'est énorme. 5 par jour ouvré, c'est considérable. Donc, plusieurs brokers, clairement. Tout à fait, plusieurs brokers, plusieurs émetteurs. Et surtout en compte titre. D'ailleurs, on s'est dit qu'en compte titre, peut-être qu'il fallait restreindre un peu, parce qu'on a des fois des référencements pour des montants qui sont insignifiants. Pas assez importants. Okay. Mais bon, peu importe, ça c'est un autre sujet. Ça a représenté dans la collecte jusqu'à 30% de la collecte, voire 30 ou 35. C'est beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Après, ventilation du risque, ça peut être un peu voilà, c'est compliqué. Tu vois, c'est toujours le truc. Je comprends. Et tu reprends toujours l'idée de dire, avec ce qui s'est passé sur H2O, ceux qui avaient trop d'H2O, ce qui s'est passé sur les SC, ceux qui avaient trop de SC dans leur contrat. Il faut une diversification logique. Après, quand je vais mettre 2 bémols, parce que dans les produits structurés qui ont été souscrits, tu en as à peu près les 2/3 qui sont des produits de taux sur le CMS. Les fameux produits de taux de l'année dernière. Voilà, donc avec une garantie en capital et un loyer, ce qui correspond exactement à ce qu'un investisseur ou un épargnant lambda adore parce que il a sa garantie en capital, son taux, et ça lui convient très bien. Donc du coup, c'est quelque chose... Et l'exposition au risque reste quand même relativement maîtrisée. Tout à fait. On n'est pas sur un produit très funky. Donc quand tu prends des produits structurés qui sont un peu plus, alors je ne vais pas dire exotiques, c'est pas ça, mais un peu plus risqués ou dynamiques, finalement, ça reste sur une proportion qui est restreinte, qui est courante. Et après, je vais mettre un 2e bémol, parce que ce que l'on constate, c'est sur le stock de Norcia et Norcia Invest, assurance vie et compte titre, c'est que finalement le stock de produits structurés ou la part des produits structurés reste stable. C'est entre, on va dire, autour de 12-13% à peu près. D'accord. 11, donc 12, ça reste une proportion 12, finalement assez cohérente. Voilà, donc il y a une grosse vague de collecte avec beaucoup de produits, mais néanmoins en fait la classe d'actifs reste assez constante dans le temps. Oui, mais c'est parce que peut-être les scénarios étaient plutôt bons ces derniers temps, donc il y a du rôle dans les structures. Ouais. Il y a pas mal de sorties, pas mal de strikes, c'est le mécanique. Ouais, tout à fait. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui dans les environnements? Ouais, après voilà, peut-être qu'il y en aura moins. Le risque pour nous, c'est qu'en fait alors il peut y avoir un pépin sur les structurés, c'est le signe noir. On ne sait pas lequel ça pourrait être, mais ça arrivera. Je me méfie depuis le Covid. Voilà. Et donc, du coup, nous, c'est le risque, c'est de l'absorption en masse. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas surcharger la machine. Très bien, merci beaucoup. On va parler maintenant un peu plus de Norcia, de l'activité, parce que quand même, c'est un peu le sujet du moment. Alors, j'ai tourné cette question un petit peu comme ça, parce que... C'était juste pour sourire, pour commencer là-dessus. Vous avez fêté les 30 ans de Norcia l'année dernière. Ouais. Comment tu vois les 30 prochaines années de Norcia? Alors, je pense que ça sera sans moi. J'espère. Ouais, je me souviens de mon temps. Bon, 79 ans, tu seras encore frais comme un gardon. Ouais, avec on se retrouvera ici dans des petites chaises roulantes. C'est ça. Voilà. On n'aura plus la force de faire tourner la roue. C'est l'intelligence artificielle qui fera le truc, on modifiera le visage, c'est génial. C'est certain en plus, c'est certain. Nous, on sera prendre un verre sur le bassin et on regardera ça avec Je suis assez d'accord, c'est un bon projet. Après, on a toujours eu cette vision. En fait, on n'a pas beaucoup changé sur les 30 dernières années. C'était d'être un acteur incontournable du monde des CGP. Alors, on a changé un peu les mots parce qu'on a développé d'autres activités que l'assurance vie. On a développé le compte titre, on a développé la SCPI en direct au travers des parcours, la prévoyance. Donc, mais globalement, ça reste toujours des solutions pour les conseils en gestion de patrimoine. Donc, on est devenu une marketplace. Mais je vois pas ce qui fait qu'on changerait sur les 30 prochaines années. Ouais. Et si on reprend le milieu, même si la part de marché des CGP n'augmente pas assez vite ou aussi vite qu'on le voudrait, elle augmente tout le temps. J'ai toujours cette étude, je crois que c'était Kantar, qui disait que près de 90% des clients qui sont suivis par un CGP sont satisfaits, versus 17% par leur banquier. Ouais. Donc je me dis que
cette profession, elle ne peut que grandir. Voilà. Je partage cet avis et je le souhaite grandement. Je vois pas ce qui pourrait changer. Alors certainement qu'on fera peut-être d'autres types de produits ou peut-être que l'assurance vie n'existera plus, mais globalement, je pense qu'on sera toujours dans cette lignée-là de la compagnie. Et puis le groupe s'adaptera parce que justement, je rebondis là-dessus, la holding DLPK, qui est la holding de tête de Norcia, a été rachetée par April Assurance. Ouais. Pour ceux qui seraient encore inquiets, ça n'a pas changé l'ADN de Norcia. Au contraire, ça. Non, parle-nous de ça. J'ai pas eu trop d'inquiétude d'ailleurs de la part des conseils d'une manière générale. Depuis que ça fait 21 ans maintenant que je suis chez Norcia. Avant on disait oui, il paraît que vous êtes en dépôt de bilan, tu sais, j'entendais il paraît que vous êtes racheté. Enfin, on a toujours entendu des trucs rigolos. Et là on n'a pas trop entendu. Et en fait finalement le mariage avec April, c'est quelque chose qui est d'une limpidité ou d'une évidence. Et je crois que c'est une évidence pour beaucoup. Parce qu'April, c'est un courtier, comme nous, un gros courtier, mais gros courtier sur l'assurance emprunteur. C'est pas du tout le même métier. Non, c'est pas ça. C'est sur la prévoyance, sur l'IRD, les motos, les bateaux, les expatriés. Donc en fait, globalement, ils ont une vraie culture du courtage sur des produits qui sont pas du tout ceux que nous avons, nous, qui est l'épargne. Donc on est devenu vraiment la branche épargne d'April. Et donc, du coup, c'est un mariage évident. Voilà. Il y a pas de juxtaposition, il n'y a pas de doublon. C'est de la complémentarité, voire éventuellement de la transversalité sur certains savoir-faire, parce qu'ils apportent, j'imagine, à Norcia aussi des choses que vous ne faisiez peut-être pas en complément. Ils ont cette culture entrepreneuriale aussi, ce qui fait que... et ils n'ont pas les mêmes moyens, c'est x10 entre DLPK et April. Donc, du coup, quand ils veulent investir sur l'intelligence artificielle, par exemple, ils ont des moyens que nous n'aurons jamais. En revanche, ça ruisselle chez nous, comme sur toutes les structures. Et il y a ce rachat, et tout le monde est encore là. Après... Les mousquetaires. Après, c'est important aussi, ça, c'est sympa. C'est sympa que les mousquetaires soient là. Quoi. Non, mais après... L'ADN, il repose quand même un petit peu aussi, quand même. Sur les personnalités, quand même. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en fait, April a pris l'intégralité des parts de DLPK, mais nous, on est monté au capital d'April. Évidemment. Et Vincent Dubois est au COMEX d'April, donc effectivement, on est partie prenante dans l'aventure. Non, mais c'est important, ça, parce que pour que les gens comprennent bien, il y a encore une vision très entrepreneuriale, et ce n'est pas tout de suite qu'on pourra aller... sur le bord je pense qu'ils n'avaient pas trop envie qu'on parte, non évidemment, j'imagine bien. Puis nous non plus, d'ailleurs. J'avais quelques questions sur les projets qui sont un peu enthousiasmants pour toi. On parle un peu de digitalisation. Tu m'en as touché deux mots un petit peu sur la personne morale en particulier. Il y avait une vraie carence dans le métier, dans l'absolu, qui devient un vrai sujet pour les CGP, je pense. Ouais, alors tu sais que c'est mon bâton de pèlerin depuis 20 ans. Mais avant, quand j'étais en banque, je le fais court, mais il y avait des trésoreries d'entreprise de dingue. Et en fait, à l'époque, ils se battaient pour sortir des rentabilités sans risque avec des obligations. Il y avait une table de taux, enfin un truc de dingue, etc. Et en fait, quand je suis arrivé chez Norcia, donc je vais voir Vincent, j'ai dit Vincent, il me présente un peu le truc, etc. Puis à l'époque, il y avait des contrats de capi avec du fonds euro, 100% ouvert pour les personnes morales. Et à l'époque, pour des commerciaux à l'époque, je dis mais... Ça, c'est génial, dans l'absolu. C'est exceptionnel. Je me dis, mais voilà, donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir la CGP, trésorerie d'entreprise. Si les chefs d'entreprise sont les personnes que vous voulez avoir dans vos clients, c'est une super porte d'entrée parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être traités par ce bilan. Par la même personne. Ouais. En général, il y a deux interlocuteurs. Tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, voilà, donc la trésorerie d'entreprise, aujourd'hui, ça se fait encore un peu en contrat de capi pour certaines personnes morales, mais surtout en compte titre. Et c'est bien d'avoir une logique de souscription qui soit la plus simple possible. Donc c'est un projet qu'on a mis du temps à mettre en place parce qu'on voulait faire le truc le plus simple possible, qui part d'un numéro de SIRET par exemple, donc qui permettent de compléter pas mal de choses. Et donc, qui permet d'importer les données directement de la société. Non, mais ça, c'est très important de le décortiquer un peu parce que c'est vrai que c'est un peu plus lourd quand même. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est une autre logique. Tu vois, c'est pareil que pour l'ouverture d'un compte, alors ça sera une évolution plus tard, mais de partir d'une carte d'identité et d'un justificatif de domicile, déjà tu peux récupérer. De toute façon, il faut le faire parce que les Revolut et autres outils semi-professionnels, semi-banques, on va dire ça comme ça, ils sont en train d'arriver et finalement leur offre elle est basée sur le transfert de toutes les données et la possibilité d'avoir différents profils, pro, perso, la famille, basés sur une prise d'information une fois. Quoi. Ça, c'est... Et le parcours un parcours aujourd'hui, ça va être le plus simple et le plus évident possible.
en termes du X, on a beaucoup de budget là-dessus. Donc les personnes morales, effectivement. Après, on a été précurseur sur la partie digitalisation. On avait lancé les arbitrages électroniques il y a 10 ans. On devait être certainement dans les premiers. Et on sait que c'est une préoccupation importante chez beaucoup de conseils. Ils sont en attente par rapport à ça, donc on continue à investir dessus. Bon, très bien, donc ce sera des gros sujets. Il faut que, évidemment, tous mes confrères viennent voir tes équipes pour avoir les informations sur ce sujet, parce que connaissant pas mal de jeunes CGP aujourd'hui, plutôt dans la trentaine, ils ont bien compris ce que tu avais compris, c'est que l'entreprise est une porte d'entrée pour le chef d'entreprise. Et l'inverse est plus compliqué. Donc, c'est une très bonne chose. Bravo. Allez, je sens que ça va être mon moment préféré. Je vais faire retourner la roue à Philippe Parguet. On y va, Philippe. Attention. En tout cas, c'est le mien, j'adore. Non, mais ça, on est capable de s'amuser longtemps. Quand on était gamin, on regardait la roue de la fortune. Mais tu reviendras, on fera que ça. Voilà, la roue de la gestion de la fortune. En fait, on devrait créer une séquence où on ne fait que tourner la roue. Je savais que ça te plairait, ça. Pas de questions, Pas de questions, on tourne la roue. En tout cas, il m'a eu du rouge. Alors ça, rouge, j'aime bien. En tout cas, en termes de conception, franchement... Ah non, mais on a des gros... il y a des gros moyens quand même. Attends. Alors attends, rouge, où est-ce que c'est Ah oui. Alors là, bon, on va voir si tu es solide. Voilà. Est-ce que tu serais capable de nous donner une photo vintage de toi? Ah bah oui. Bon, et ben j'en ai quelques-unes. On va aller chercher ton téléphone, on va regarder ça. Là, il y a du très très lourd sur les photos, je ne sais pas si vous les voyez. Alors là, Philippe, tu es obligé de me les commenter quand même. Allez, 30 secondes chacune, mais tu es obligé de me les commenter là. Écoute, merci en tout cas de cette confiance. Je tenais absolument à en mettre 2. Histoire d'aller au bout du truc. Au bout du truc. Après, il y a quand même des histoires dans toutes les photos vintage. Évidemment. Alors celle-là, c'était cette première photo. Quel âge j'avais? Je devais avoir 5-6 ans, j'en sais rien. Et en fait, mon papa était commerçant, opticien à La Rochelle. Et donc, il y avait des photos dans un magazine, je me souviens plus très bien, pour la fête des mères, d'ailleurs ça tombe bien, c'est dimanche. Et donc du coup, j'avais posé avec la fille de la librairie Greffine, qui existe toujours, qui vend des bandes dessinées. C'était l'endroit où j'adorais aller quand j'étais gamin. Donc on a posé avec elle, je me souviens plus de son prénom, et pour cette photo, pour la fête des mères, où effectivement ça avait été publié, je sais pas où. Donc ça là est très mignonne. C'était mon côté commerçant. Voilà. Ça c'est très très mignon. Ouais, c'était sympa. Et alors l'autre, parce que c'est l'autre qui m'intéresse. Je voudrais savoir où est garé le vélo avec les cordelettes ou la mini Harley Davidson Suzuki en pouce 50. Ouais, j'adore cette photo parce qu'elle me fait marrer. Et après, faut pas la montrer, hein, tu la montres à personne. Non, bien sûr que non. On est quoi? Ça reste entre nous. Bah ouais, on sera quoi? 15 000 à regarder, t'inquiète pas. C'était. Après, elle est drôle, celle-là. C'était toute une époque. Moi, j'adore la chemise. La chemise, elle est magnifique. Mais dès qu'il y a vintage, de toute façon, forcément. Mais c'est vrai, alors, je m'étais laissé pousser les cheveux parce que c'est juste pour emmerder mon père. Donc voilà. Et donc, j'avais 17 ans. C'est pas l'époque où tu fumes, tu bois et puis tu te la joues. Avec un peu, modération, évidemment. Oui, bien sûr, avec modération. Surtout avec modération, on faisait un peu les caïds. On vient du sud-ouest, on fait ses études à Lille, évidemment, c'est avec modération. Évidemment. Et pour la petite blague, c'est que juste avant de passer mes entretiens à l'ISEG, je me suis allé chez le coiffeur, j'ai rien dit à personne, je suis revenu un peu coupé comme aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que j'ai pas changé de coupe de cheveux depuis l'époque. Et donc, j'ai pas dit, et puis mon père m'a regardé, tu sentais qu'il y avait un soulagement. Enfin, il revient dans l'œuvre. Merci en tout cas, ça c'est très sympa d'avoir joué le jeu sur cette séquence de la roue, et puis tu reviens quand tu veux pour la tournée. Ça me fait plaisir. J'aimerais bien la retourner encore une fois. Allez, juste pour le plaisir. Fais-toi plaisir, on finit là-dessus. Parce que j'aime bien le jaune aussi. Je vais voir si j'arrive à le jaune. Presque. Je te la garde pour la prochaine fois. Philippe, maintenant on va parler de tes convictions. Convictions professionnelles, convictions personnelles. Alors on se connaît un peu, donc évidemment c'est un petit peu orienté. Mes questions, d'abord, on va parler focus pur boulot, enfin pur GESPAT, on va dire. C'est quoi ta conviction forte pour cette année en gestion de patrimoine en France? Ta conviction ou celle de Norcia? Quelle est votre conviction? Alors, je pense qu'on l'a un peu abordé en entrefilé, mais ma conviction profonde, c'est que cette profession, elle doit grandir plus vite. Toi, je fais partie d'un club de dirigeants d'entreprise. Quasiment personne ne connaît le métier de gestion de patrimoine. Alors que, voilà, ils sont tous chefs d'entreprise. Ou avec beaucoup de préjugés ou d'images pas forcément positives. Mais bon. Des fois, ils font appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Ils ne savent pas que c'est un conseiller en gestion de patrimoine. C'est le plus drôle. Mais et j'ai vraiment cette conviction qu'il faut faire grandir cette profession. Il faut lui donner les lettres de notoriété qu'elle mérite.
Donc il y a deux choses par rapport à ça. On a créé il y a 2 ans à peu près l'incubateur by Norcia. Donc l'idée, c'est d'essayer de créer des vocations. Donc on accompagne, on répond et on accompagne les CGP qui veulent s'installer. Globalement, c'est à peu près une 60aine de CGP par an qui viennent. Il y en a qui décident de ne pas s'installer. Globalement, c'est à peu près un tiers. Il y en a un tiers qui démarre et un tiers qui démarre très vite. Mais l'idée, c'est de leur donner les clés pour avancer. Les clés, donne-moi 2-3 exemples de clés assez basiques, j'imagine. Mais... Ouais, c'est beaucoup sur la réglementation. Faut pas se leurrer. C'est-à-dire que c'est vraiment le point essentiel. Non, mais c'est considérable pour quelqu'un qui s'installe. Mais ça fait peur. C'est considérable. C'est un point qui fait peur. Moi, tu t'installes, tu te dis, faut que je sois CIF, ça veut dire qu'il y a des heures de formation, c'est quoi, machin, si je fais pas ça, j'ai ma lettre de mission, si elle est mal écrite, etc. Ouais. Donc, du coup, on les accompagne là-dessus. Le deuxième sujet, c'est aussi comment faire du business. Et comme nous, on est une marketplace, qu'on travaille avec plusieurs assureurs, il y a la notion des ordres de remplacement qui permet de récupérer des contrats qui existent ailleurs. Donc, c'est aussi des éléments qui les rassurent sur leur capacité à générer. Que vous avez une forme d'obligation à un moment donné de ne pas laisser en déshérence aussi. Donc, c'est mieux qu'ils aient quelqu'un qui suive. Alors, les contrats en déshérence qu'on récupère, on les affecte. C'est bien. Et après, eux, ils ont certainement des clients qui ont des contrats un peu partout et qu'on peut potentiellement récupérer. Très bien. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est CGP Locator, sur lequel on n'a pas encore beaucoup appuyé, mais sur lequel on va appuyer, qui est un peu le guide Michelin, pour faire court, le guide Michelin de la maison Michelin, parce que Michelin fait des pneus, après ils ont fait des cartes pour savoir comment se déplacer, et puis après ils ont fait un guide Michelin pour savoir où s'arrêter bouffer. Voilà, moi, mon chef d'entreprise de mon club APM, je veux qu'il ait ils ont fait des étoiles pour dire quelles étaient les meilleures où s'arrêter bouffer. C'est ça. Et donc du coup, moi, je veux que mon chef d'entreprise dans mon club APM, il ait un guide où il ait quelque chose qui permet de savoir qu'il existe un conseil en gestion patrimoine à côté de chez lui, qui est spécialisé par exemple sur le chef d'entreprise et il peut y aller. Voilà. C'est très bien, ça, c'est super. Voilà. Donc c'est des exemples parmi d'autres. La typologie, c'est que des jeunes ou c'est des gens, c'est par exemple des anciens banquiers, c'est des gens qui sont... C'est très étonnant parce que je m'attendais à avoir beaucoup de jeunes et en fait non. Je crois que la moyenne d'âge c'est à peu près 40 ans. Ah ouais. De ceux qui font partie du parcours. C'est pas trop tard pour moi alors. Non, t'as quoi de chance. Dépêche-toi. Les places sont chères. Et donc c'est 40 ans la moyenne d'âge et effectivement j'ai des anciens banquiers privés, qui sortent ou de structures de gestion de patrimoine, courtiers, etc. qui rentrent et puis des jeunes. Et ça fait plaisir parce que tu vois, quand on finissait l'IESEG il y a 25 ans. C'est un métier qu'on ne connaissait pas. Enfin, il était tout petit, mais c'est un métier qu'on ne connaissait pas. Fondamentalement, tu allais bosser dans une banque, alors qu'aujourd'hui, les jeunes diplômés, ils savent que ça existe et ils se disent qu'ils vont y aller. Et puis, ça correspond quand même aussi beaucoup à l'ère du temps, dans la façon dont on a envie de vivre. Parce que le CGP, il est indépendant avec tout ce que ça coûte comme poids. Mais ça veut dire qu'il est libre de son temps. Il est libre de son organisation, il est libre de sa relation avec ses clients. Et c'est quand même moi qui l'ai vécu quand même pendant 20 ans, c'est une vraie liberté quand même aussi. Alors c'est pas toujours simple, mais c'est une vraie liberté. C'est le flex office avant le flex office quoi. Je vais aller plus loin parce que sur les jeunes générations c'est très prégnant, mais ce que je trouve génial, c'est qu'ils osent. Se dire ok, c'est vraiment ce dont j'ai envie et j'y vais. Parce qu'il y a un moment où, tu vois, quand tu démarres dans la vie, alors tu n'as pas encore des gamins, des charges sociales, des charges de maison ou de trucs, etc. Donc c'est le bon moment de le faire. Mais il faut y aller, quoi. Enfin, c'est super. Mais l'incubateur, c'est typiquement ça. C'est une école d'entrepreneurs. Ça doit être très sympa à piloter, à accompagner, à rencontrer. Parce que là, tu dois avoir que de belle émulation intellectuelle de gens qui ont de la volonté, quoi. C'est cool, ça. C'est très bien. C'est génial. En plus, ça fait des communautés. Ils se connaissent entre eux. Ils sont entre eux. Ils s'aident. Ils s'appellent. J'allais te demander justement quel conseil tu donnerais à un CGP. En fait, vous avez carrément mis en place une structure pour les accompagner. Très rapidement, dans tes convictions. Ce que je lui donnerais, c'est de lui dire, alors bien évidemment de travailler avec nous, c'est évident. Et bien évidemment de prendre le parcours de l'incubateur. Mais c'est surtout d'y aller, quoi. C'est génial comme métier. Je pense que de se faire accompagner. Souvent, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, il vient en se disant je vais le faire, et en fait, il se retrouve. Et aujourd'hui, je pense que de se faire accompagner, de demander de l'aide, est un truc qui est pas évident chez des chefs d'entreprise avec des égos très forts. J'en ai fait partie pendant des années. Alors que demander de l'aide change complètement ta vie. La majorité des grands chefs d'entreprise, à un moment donné, ont pris un élan quand ils ont su demander de l'aide, soit financière, soit intellectuelle, se faire accompagner en recrutant la bonne personne qui vient du bon truc parce que lui ne savait plus faire ça. Je pense que c'est bien aussi ça. Tu as bien raison de le rappeler. Alors, ça c'est très rapide, spontané, c'est la question piège, attention. Si tu dois garder ou citer
parce qu'on n'a pas le temps, qu'un seul produit de ta gamme à mettre dans un portefeuille là maintenant. Celui que tu citerais là à quelqu'un. Donc je pars sur une île déserte et je mets mon argent. Voilà, on est en train d'atterrir, on a discuté, tu as compris que j'étais CGP et puis il nous reste 1 minute pour se dire au revoir et tu me dis pense à faire ça. Ou je te dis qu'est-ce que je dois prendre chez Norcia. Et tu as 30 secondes. Ouais, c'est. Ouais, question piège. C'est une question piège, voilà, on a le droit. Voilà. Donc j'essaie de trouver des excuses. J'essaie de trouver des trucs. Je vais citer des trucs en vrac. Un contrat d'assurance vie, mon contrat Panthéon, c'est le plus complet. Si je devais mettre mon argent sur un fonds, je pense que j'irais sur un Erco Valor qui est vraiment pour moi le type de fonds. Alors je dis Erco, mais ça peut être aussi un Taylor Patrimoine. Oui. Forcément, je vais parler un peu de la maison. Voilà. Mais un fonds qui soit flexible et qui ait surtout une antériorité de gestion qui soit importante. Avec une qualité de gestion, 31 ans aussi. Donc tu partirais sur de l'assurance vie avec en unité de compte de la flexibilité et la databilité. Ta vision en fait un peu de l'environnement. Et après j'ai découvert des choses dans le temps. Tout ce qui est prévoyance, c'est stratégique. Très important. Dans la gestion de patrimoine. Tu vois, bon, après on peut parler de choses, mais les mandats de protection future, c'est le meilleur conseil que tu peux donner à tes parents, puis donner à tes parents. Enfin, toi, bien sûr. C'est ce genre de choses. C'est plus délicat à aborder parce que c'est assez tabou, mais tu as raison, tu as évidemment bien raison. Et donc, au-delà des produits, je trouve qu'il y a une partie conseil et prévoyance qui est importante. Bon, on est déjà au bout de ce très très bon moment, donc on va parler un peu de la conclusion. Et sur la conclusion, je voulais te laisser un peu plus la parole sur des choses qui sont peut-être un peu plus perso. Donc, par exemple, le dernier interview de quelqu'un qui t'a marqué quand tu l'as lu, ou l'interview de quelqu'un que tu voudrais lire parce que tu as entendu parler et que c'est quelqu'un qui te donne envie de creuser. Alors, j'ai la chance de faire partie d'un club de dirigeants d'entreprise où on a des experts qui sont quand même de haut niveau. J'ai eu... alors, j'ai oublié son nom. J'ai un problème avec les noms. On le mettra en sous-titre. Voilà. Je le retrouverai, qui était un géopoliticien, géostratégicien, j'en sais rien, qui donc intervient pour l'armée française, pour le ministre, etc. On avait fait la géopolitique des matières premières, c'était passionnant. Philippe de Sertine, j'aime beaucoup. Ouais. Puis je trouve qu'il est un petit peu taquin. Mais les matières premières, je crois que je sais qui c'est. C'est celui qui a écrit un bouquin où il parle de toutes les matières premières. Il connaît toutes les matières premières par cœur. Ça, je peux pas dire. J'ai fait une émission de télé avec ce monsieur, je crois. Mais oui, Philippe de Sertine aussi, sympa. Ok, très bien. Philippe de Sertine, c'est quelqu'un que je trouve vraiment passionnant. Après, il y en a d'autres. On a fait intervenir pas mal de gens sur les universités à l'époque qui étaient des gens inspirants. Toujours des Comte de Sponville, que j'ai eu il n'y a pas longtemps. J'allais te citer. Ouais. Qui est sur la notion du travail et de la notion de transgénérationnel. On parlait des jeunes aujourd'hui qui s'installent. C'est un gros sujet pour des boîtes comme Norcia. Et qui est passionnant. Ouais. Et surtout qui est intéressant, je pense, et pour toi et pour la structure de ton entreprise, parce que là, 30 ans, c'est finalement ce basculement de génération quand même. Là, tout à fait. Les premiers clients n'ont plus l'âge des clients qui arrivent, en fait. Ouais, tout à fait. Ok. Conseil de lecture, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu restes sur ce livre que tu as conseillé à faire lire à tes enfants. La bonne fortune. Ouais. Est-ce qu'on reste là-dessus? Tu as une autre idée à conseiller, peut-être plus perso, plus... Alors, plus perso, l'Évangile selon Pilate de Schmitt. Ok. C'est un des livres qui m'a vraiment, vraiment marqué. Après, c'est aussi dans mes orientations religieuses, mais ça n'empêche pas. Correspond, oui, bien sûr. Et c'est Eric Emmanuel Schmitt qui a écrit ça. Eric Emmanuel Schmitt. Ok. Si je dois en mettre un troisième, c'est mon fils qui m'y a fait penser parce qu'il est en train de le lire en ce moment. C'est toujours de Trias Debes, c'est Le Vendeur de temps, qui est un bon livre sur. Qui est assez original. Lecture studio chez Parguet, dis donc. Non, parce il a quel âge il a 20 ans. Mais La Bonne Fortune, c'est un conte pour enfants, donc ça se lit très bien. La Bonne Fortune, c'est une super parodie, enfin une critique de la... Tu m'y fais penser parce que moi, le mien, il a 14 ans, je pense que c'est le moment là. Alors, La Bonne Fortune, tu peux lui faire lire. C'est un très bon conseil. Très, très bon conseil. Le plus dur, c'est de le trouver. Oui, mais si ça se chine, ça, je pense que ça doit se chiner. Tiens, d'ailleurs, pour finir, une toute dernière question qui vient me traverser l'esprit. Qui tu me conseillerais d'inviter pour être à ta place dans cette émission? Je pense qu'un Thierry Sévoumian, c'est la personne qui me vient en tête du groupe La Place, ancienne de l'UFG, puis la française après. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, très bon conseil. Allez, on finit là-dessus parce qu'il nous reste quelques secondes. Allez, alors un pari, une vision. Non, moi je vais te poser la question parce que je pense qu'on se connaît bien et qu'on est assez copains.
Un souhait pour toi dans 10 ans, Philippe. Vincent t'écoute pas. Lionel t'écoute pas. Ouais, dans 10 ans, je pense que je ne le serai pas encore. On sait qu'on a un pacte secret, donc encore une fois, on garde entre nous. Un pacte secret entre vous quatre, pas avec après. Surtout avec Loïc, parce que Loïc, je lui ai dit que si un jour je devenais un vieux con, il te dit. Qui me donne une pastille qui fait que ça s'amédite, tu vois. Ah merde. Donc j'espère surtout ne pas faire le mec qui t'explique la vie, etc. Mais c'est dans 10 ans. J'aimerais bien savoir à quel moment a eu lieu cette conversation quand même entre les deux associés. Ça, je peux pas le dire. Je les connais un peu. Ça, je peux pas le dire. Non, mais c'était dans 10 ans. Après, dans 10 ans, j'aurai pas 60 ans. Déjà qu'aujourd'hui, je pense que j'ai encore 30 ans dans ma tête, tu vois, donc peut-être que je serai à 35 dans 10 ans. Ouais. Donc j'espère que j'aurai autant d'énergie pour avancer, quoi, enfin pour développer. Parce qu'il en faut. Parce que tu as une vie quand même très énergique, qui bouge, quoi. Puis, dès que ça s'arrête, tu es en stress. Donc du coup... après, c'est génial, toi, tes enfants qui grandissent, peut-être qu'ils vont avoir des aventures d'entrepreneurs, peut-être que du coup, tu pourras les aider, les guider, sans être ton vieux con, mais sans être un vieux Toujours con. Parce qu'il y a Loïc qui rôde. Mais non, dans 10 ans, j'espère que je vais surtout continuer à m'éclater autant qu'aujourd'hui, quoi. Normalement, tu le fais. Mais je crois qu'il faut rester là-dessus. C'est une belle phrase et c'est ça que je voulais que tu nous dises, c'est que j'espère que tu seras aussi heureux que tu l'es aujourd'hui dans ton boulot et dans ta vie et que tu pourras transmettre cette énergie. Et c'est pour ça que j'étais ravi que tu sois notre premier invité. Parce que ce nouveau format de Track Record, on l'a compris, c'était vous faire parler de nos invités, de faire parler de toi, de ce qui t'a construit. Mais pour finir en espérant que tu aies encore plein d'autres choses à nous donner dans les années après qui viennent, pardon. Et ça va être très très cool. Je te remercie vraiment, Philippe, pour ta transparence et pour ton honnêteté. Et puis nous, on va se retrouver pour un prochain numéro de Track Record. Et pour les photos. Évidemment, vous retrouverez aussi tout le reste de l'album, parce qu'il y en a d'autres des photos, parce que maintenant que j'ai vu ça, je vais creuser. On se retrouve très bientôt sur Zoom Invest pour un prochain Track Record.